Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à des interventions particulièrement complexes, celles où on prend en charge des victimes en état de crise. Oui, On va s'appuyer sur les guides de formation pour essayer de comprendre ensemble comment on réagit dans 5 contextes bien spécifiques. L'idée, c'est de mieux saisir pour mieux agir après sur le terrain. exactement. Et ces situations, elles nous poussent souvent au-delà de la simple technique. Elles testent notre calme, notre écoute, notre capacité à nous adapter face à l'inattendu, quoi. Comprendre chaque scénario, c'est vraiment la clé pour intervenir efficacement et en sécurité. Pour la victime, mais aussi pour nous, les intervenants. Alors, commençons par une situation qu'on rencontre malheureusement, l'agressivité, voire la violence sur une intervention. Comment on anticipe ça? Comment on gère une personne qui d'un coup devient menaçante? Quel réflexe pour l'équipe? Alors la vigilance maximum dès l'arrivée sur les lieux. Une agitation qui monte, des insultes, des menaces claires, une posture de défi, genre les poings serrés, le regard fixe. Oui. Ce sont des signaux d'alerte évidents. Et là, la priorité absolue, mais vraiment absolue, la sécurité de l'équipe. D'accord. On n'intervient jamais seul face à une menace potentielle. Jamais. On évalue ça à distance, et si ça semble chauffer, on demande direct un renfort des forces de l'autre. Immédiatement. Et si on peut parler? Oui, si la sécurité le permet, on peut essayer une désescalade verbale. Calme, sans jugement, en gardant bien ses distances. Mais surtout, on observe tout. On transmet un bilan précis au commandement et à la régulation médicale. Et on pense toujours à une chose, une voie de repli sûre. Ok. Ne jamais tourner le dos en gros. Exactement. Ne jamais tourner le dos. Ça demande une lecture très très rapide de la situation en fait. Tout à fait. Passons à un autre cas, souvent lourd émotionnellement, la découverte d'une mort inattendue, évidente. Qu'est-ce qu'on fait quand médicalement il n'y a plus rien à faire? C'est toujours délicat, oui. Si la mort est évidente, absence totale de signes de vie ou une rigidité cadavérique, ce genre de choses, on ne commence pas de réanimation. Ça ne servira à rien. D'accord. Là, la priorité change. Elle devient préserver la scène. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. C'est-à-dire que la cause de la mort pourrait être suspecte. Peut-être une enquête judiciaire derrière. Je vois. Donc notre rôle, c'est simple. On ne touche à rien, on fige la scène pour ne pas polluer d'éventuelles preuves. Il faut agir avec dignité, bien sûr, respecter la personne décédée, l'entourage s'il est là, et puis informer l'autorité judiciaire et la régulation médicale, très important, sans faire aucune spéculation sur les causes du décès. Cette idée de préserver la scène, ça fait un peu le lien avec une autre situation compliquée, intervenir auprès de victimes de violences. Comment on fait le pont entre les soins nécessaires et justement le besoin de ne pas altérer des preuves potentielles? C'est un équilibre fondamental, oui. Face à une victime de violence, qu'elle soit physique, psychologique, peu importe, l'approche doit être pleine d'empathie, de respect. Il faut essayer de créer un environnement sécurisant, de confiance, si c'est possible. Isoler la victime pour lui garantir la confidentialité, la mettre à l'aise. L'écoute active est primordiale. On laisse parler sans jamais juger. Et pour les soins et les preuves? On fait les soins nécessaires, évidemment, mais en gardant toujours en tête cette préservation des preuves. Par exemple, si on doit couper des vêtements, on évite de couper au niveau des trous, des déchirures, des impacts si c'est possible. On signale bien les traces visibles qu'on observe. D'accord. Et puis, crucial, passer le bilan complet à la régulation médicale. Et on alerte les forces de l'ordre selon les procédures en vigueur. On peut aussi, si besoin, orienter la victime vers des structures d'aide spécifiques. On voit bien la double mission là, soigner et en même temps préserver. Alors, autre cas, la personne en crise suicidaire. Une situation fréquente, délicate. Là, les mots, l'attitude, ça peut vraiment tout changer, j'imagine. Ah oui, absolument. Le tout premier contact est déterminant. Il faut approcher la personne calmement, sans aucun jugement, montrer qu'on est là pour écouter sa souffrance, sans la minimiser, surtout pas la minimiser. Et comment on évalue le danger? Très vite, il faut évaluer le risque. Est-ce qu'il y a des idées noires très précises? Est-ce qu'il y a un plan, des moyens à disposition? Et la règle d'or, ne jamais laisser la personne seule. Jamais. Si la situation le permet, et surtout sans se mettre en danger soi-même, on essaie d'éloigner discrètement ce qui pourrait servir. Les médicaments, les objets coupants, etc. Mais le plus important, c'est de maintenir le dialogue. Et bien sûr, transmettre un bilan urgent et très détaillé à la régulation médicale pour qu'une prise en charge spécialisée se mette en place rapidement. Il nous reste un dernier contexte. Heureusement plus rare, mais...
très déstabilisant, hein. Les événements exceptionnels. Je pense aux accidents majeurs, aux attentats. Le chaos potentiel, beaucoup de victimes. Oui, là, face à ces situations avec de nombreuses victimes, c'est l'organisation qui prime sur tout le reste. C'est là qu'entrent en jeu les plans d'urgence. On pense notamment au plan Novi, le plan de nombreuses victimes. Il faut appliquer les procédures à la lettre, une reconnaissance rapide des lieux, le triage des victimes pour identifier et prioriser les urgences absolues, une coordination parfaite avec le SAMU, la police, les associations de sécurité civile. C'est fondamental. Et l'aspect psychologique. Essentiel. Il ne faut jamais oublier l'impact psychologique énorme de ces événements. Sur les victimes, bien sûr, sur les témoins, mais aussi sur nous, les intervenants. C'est là que les QMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, interviennent. Elles sont là pour ça. Dans ces moments-là, la discipline collective, le respect des ordres, c'est ce qui permet d'éviter d'ajouter du désordre au chaos. Donc, si on résume un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est que derrière chaque victime en crise, il y a un contexte unique. Et ce contexte dicte une conduite à tenir spécifique. La sécurité, l'écoute, l'adaptation, ce sont un peu les maîtres mots, non? C'est tout à fait ça. Et ces interventions nous rappellent que notre métier, le secours d'urgence, c'est autant une affaire technique qu'une affaire profondément humaine. Oui. Et pour maîtriser ces contextes si particuliers, il n'y a pas de secret, hein. La formation continue est indispensable. Il faut relire des procédures, s'entraîner aux techniques d'approche relationnelle, répéter les gestes spécifiques. C'est vraiment cette préparation constante qui fera la différence sur le terrain le jour où ça arrive. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.